Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On a tous déjà espéré qu'un éclair de génie frappe notre équipe exactement au bon moment, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va complètement déconstruire cette idée reçue. On va voir comment les entreprises modernes ne se contentent plus d'attendre sagement l'inspiration. En fait, elles fabriquent l'innovation, de manière littérale et systématique. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors, la vraie question au cœur de cette analyse, c'est de savoir comment est-ce qu'une organisation peut réellement concevoir une percée majeure. Pendant très longtemps, on a cru à ce fameux mythe du créateur solitaire, vous savez, le génie isolé dans son garage qui a soudainement l'idée du siècle. Mais les recherches actuelles montrent que la réalité est bien différente. Aujourd'hui, une innovation réussie, ça repose avant tout sur des méthodologies ultra structurées et des processus collaboratifs très précis. Et l'urgence d'innover n'a littéralement jamais été aussi forte. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, les investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle ont atteint le chiffre ahurissant de 252,3 milliards de dollars. C'est colossal, mais voilà le problème. Les capitaux ont beau couler à flot, l'argent seul ne suffit pas. Pour générer une véritable valeur et transformer cet investissement massif en succès concret, il faut une discipline d'innovation absolument sans faille. Pour décortiquer un peu cette mécanique, notre feuille de route du jour est assez simple. On va d'abord aborder l'impératif de l'innovation, ensuite on verra comment structurer ce qu'on appelle l'usine à idées, puis on parlera de la construction d'entreprises cognitives et on terminera sur la culture humaine qui est indispensable pour soutenir tout ça. Commençons donc par notre premier point, l'impératif de l'innovation. Naviguer dans cette quatrième révolution industrielle, c'est un défi majeur. Et les enjeux actuels liés à tous ces bouleversements technologiques sont tout simplement colossaux. Et le constat est vraiment saisissant. Même si l'adoption de l'IA est massive, 75% des organisations ne constatent aucun impact financier majeur. Seulement un quart, donc 25%, arrivent à générer une valeur significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, adopter un outil technologique, aussi puissant soit-il, ça ne se traduit pas automatiquement par des gains si on n'a pas une vraie stratégie d'innovation derrière. C'est exactement ce qu'on appelle l'écart de maturité. Bien sûr, la façon dont cette innovation est encadrée dépend beaucoup de l'endroit où l'on se trouve. D'un côté, on a l'Union européenne qui adopte plutôt le rôle de régulateur, avec des lois préventives basées sur les risques, en mettant l'accent sur la confiance et les droits fondamentaux. De l'autre côté, les États-Unis adoptent la posture de l'innovateur, avec une approche beaucoup plus poussée par le marché et régulée a posteriori. En tout cas, la fenêtre d'opportunité se rétrécit à vue d'œil parce que la technologie évolue désormais bien plus vite que la gouvernance mondiale, qui reste, on le voit bien, très fragmentée. Ce contexte mondial étant posé, regardons maintenant comment les choses s'articulent à l'intérieur même des entreprises. C'est notre deuxième point, structurer l'usine à idées. On va s'éloigner pour de bon du mythe du génie solitaire pour comprendre la vraie mécanique interne des organisations qui réussissent. La réponse à ce fameux défi, elle se trouve dans un concept génial, popularisé par la Wharton School, le tournoi de l'innovation. Attention, ce n'est pas du tout une simple réunion où l'on lance des idées au hasard en espérant que ça colle. Non, c'est un processus vraiment compétitif, structuré par étapes et surtout filtré. Le but? Générer, évaluer et sélectionner les solutions les plus prometteuses pour résoudre un problème bien précis. Alors concrètement, comment fonctionne ce tournoi? Eh bien, il faut commencer par trouver le problème boucle d'or. Vous savez, ce défi qui n'est ni trop vaste ni trop restreint, juste la bonne taille. Ensuite, on passe à la génération d'un maximum d'idées, qu'on présente ensuite lors de pitchs ultra courts d'à peine 60 secondes. Après ça, on sélectionne les meilleures pistes très rapidement, sans complaisance, et on passe tout de suite au prototypage. En gros, c'est un entonnoir impitoyable, mais c'est redoutablement efficace. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pour alimenter ce tournoi, il faut des idées, n'est-ce pas? Et selon les experts d'idéo, le brainstorming, ce n'est pas un don tombé du ciel, c'est une vraie compétence qui se travaille. Leur secret? D'abord, il faut un objectif hyper précis. Ensuite, il faut oser être ludique et encourager les idées complètement folles. C'est aussi crucial de numéroter ces idées pour se fixer des objectifs de volume et surtout, la clé, c'est de rebondir sur les concepts des autres pour explorer des pistes totalement inédites. Mais attention, il y a aussi des pièges vraiment redoutables. Par exemple, rien ne vide plus vite l'énergie créative d'une salle que de laisser le patron prendre la parole en premier. Limiter la participation uniquement aux experts, interdire l'amusement sous prétexte d'être sérieux, ou encore réserver le brainstorming au séminaire annuel à l'extérieur de l'entreprise, ce sont des erreurs bureaucratiques classiques qui vont littéralement étouffer l'innovation dans l'œuf. Du coup, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que l'idée à elle seule ne suffit pas. Comme le dit si bien Tom Kelly, le prototypage est la sténographie de l'innovation. En fait, le moyen le plus rapide pour tester une hypothèse et convaincre les décideurs, c'est de sortir l'idée de la théorie. Il faut la confronter à la réalité, qu'elle soit physique ou numérique, même si c'est sous une forme super rudimentaire.
Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième pilier, la construction d'entreprises cognitives. Parce que la vraie question maintenant, c'est que se passe-t-il quand on connecte cette fameuse usine à idées à l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est là qu'on entre de plein pied dans l'ère de l'entreprise cognitive. Aujourd'hui, les organisations les plus en pointe déploient l'IA sur 3 grands fronts. Ça commence souvent par l'automatisation des processus pour se débarrasser des tâches numériques répétitives. Ensuite, on monte d'un cran avec l'aperçu cognitif, c'est-à-dire l'utilisation du machine learning pour détecter des tendances complexes. Et enfin, on arrive à l'engagement cognitif avec des assistants virtuels ultra personnalisés, autant pour les clients que pour les employés. L'innovation se joue vraiment sur ces 3 tableaux en même temps. Cela dit, adopter l'IA, ça ne se fait pas sans risque. Si on reste sur une utilisation purement expérimentale, un peu bricolée, le risque stratégique et opérationnel est extrêmement élevé. Le véritable but de l'innovation moderne, ce n'est pas juste de jouer avec la dernière technologie. L'objectif, c'est de faire mûrir sa gouvernance pour atteindre ce niveau 5, optimisé et stratégique, où les processus sont parfaitement structurés et où les risques, eux, sont réduits au minimum. Mais au bout du compte, l'outil technologique aura toujours besoin d'une main humaine pour le guider. Et c'est ce qui nous amène à notre 4e et dernier pilier, cultiver une culture de l'innovation et créer cette indispensable synergie entre l'humain et la machine. C'est d'ailleurs fascinant de comparer nos capacités à celles des machines. D'un côté, l'IA est absolument imbattable pour brasser des montagnes de données, détecter des modèles à la vitesse de l'éclair et générer des idées en masse. Mais de l'autre, l'humain garde le monopole total sur l'évaluation du contexte, le jugement éthique et la coordination de systèmes complexes. Bref, une véritable innovation exigera toujours une supervision humaine pour trier et évaluer ce que la machine produit. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel de garder en tête les limites de l'IA. Elle ne comprend pas le contexte global, elle a 0 intelligence émotionnelle et elle est bien incapable de naviguer dans les dynamiques humaines, souvent très subtiles, d'une entreprise. Donc oui, l'IA va vous proposer d'excellentes options sur un plateau, mais elle ne pourra jamais recadrer un problème stratégique ou nouer des relations de confiance avec des partenaires. Pour ça, on compte toujours sur des ingénieurs et des cerveaux humains. Et c'est exactement là que le leadership humain entre en jeu. On peut le résumer avec le modèle CREATE. Un leader innovant, c'est quelqu'un qui est connecté aux besoins des clients. C'est un vrai modèle en termes d'expérimentation. Il évolue en permanence avec le marché, il a une vision audacieuse, c'est un penseur à 360 degrés qui voit toutes les facettes du business. Et par-dessus tout, c'est un facilitateur qui donne les moyens à des équipes très diverses d'avancer. Tout ça nous amène finalement à cette grande question pour conclure. À l'heure où les machines deviennent de véritables expertes pour générer des idées, est-ce que le jugement humain ne serait pas en train de devenir notre avantage concurrentiel absolu? Pensez-y, l'innovation de demain, ce ne sera probablement plus d'avoir la meilleure idée soi-même, mais plutôt de savoir identifier la meilleure idée parmi toutes celles générées par nos outils. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous aujourd'hui et gardez bien cette réflexion en tête pour vos prochains défis. À très vite!